On est tellement habitué, on nous a tellement habitués à un certain mode de fonctionnement qu'on a du mal à imaginer que l'on puisse fonctionner différemment. Je pense à certaines institutions que sont devenues l'école, le travail. Ça fonctionne d'une façon précise. L'école, c'est un professeur avec des élèves en face de lui. Le professeur ordonne, les élèves obéissent, il faut de la discipline, les élèves sont, pour la plupart des cours, sauf évidemment les cours d'éducation physique, assis, ils écoutent, ils écrivent ou ils tapent sur un clavier. On est dans ce modèle, là. Après, on arrive au travail. Si on a un poste subalterne, bon, de toute façon, on a toujours, à moins d'être au sommet de la pyramide, toujours un responsable au-dessus de soi. Donc, on ne parle plus de professeur, mais on va parler de responsable, de chef, de patron, de boss, de directeur. Et c'est le même modèle finalement que le modèle scolaire, avec quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui doit éviter de remettre en question. En parallèle, on a les personnes qui représentent la défense des travailleurs, qui sont les syndicats, auxquels on va faire appel, ou alors on va faire partie d'un syndicat plus parce que c'est protecteur par rapport à son travail, qu'une direction va moins se risquer à se heurter à quelqu'un qui fait partie d'un syndicat. On va laisser tranquille les gens qui font partie du syndicat. Donc c'est plus une protection, c'est assez particulier. Donc le salarié, l'employé, le subalterne et le supérieur. Donc on retrouve le modèle scolaire, dont certains disent d'ailleurs qu'il a été peu à peu mis en place de cette façon parce qu'on avait besoin de personnes pour travailler dans les usines et qu'il fallait que les gens qui arrivent en usine connaissent déjà ce système d'éducation qui s'est transposé au système, au monde du travail. Et on a aussi les évaluations. Donc, quand tu es à l'école, tu es évalué, noté sous forme de contrôle ou sous forme d'examens finaux. Et au travail, c'est l'évaluation annuelle. L'évaluation annuelle que l'on retrouve dans l'administration, que l'on retrouve dans certaines boîtes, la plupart peut-être, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a ce modèle d'évaluation annuelle. Donc c'est comme si toute notre vie, on était dans ce dispositif. Et finalement, on trouve ça normal, alors que ça n'a rien de normal en fait, d'être constamment considéré comme un enfant qui doit être évalué, approuvé, dirigé, contrôlé. C'est un système qui enferme énormément et qui ne respecte pas l'individualité de chacun. C'est beaucoup plus frappant par rapport au système scolaire où il y a une façon dont les enfants doivent être, et quand ils sortent de cette case, prenons des enfants qui vont être qualifiés d'hyperactifs, alors qu'en fait c'est souvent que le système scolaire ne leur convient pas. Ce sont des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont peut-être des facilités à l'apprentissage, mais pas à l'apprentissage comme on leur enseigne. On sait depuis pas mal d'années qu'il y a différents types d'intelligence, enfin ce qu'on appelle l'intelligence. Donc il y a aussi une intelligence qui serait plus liée à l'aptitude à utiliser son corps, qu'on peut voir chez les sportifs, chez les danseurs, enfin surtout chez tous les gens qui ont
cette facilité à utiliser leur corps, ou alors chez les travailleurs manuels, mais on est dans une société qui ne va pas mettre en avant, qui ne va pas valoriser tout ce qui est de l'ordre manuel et de l'ordre physique, mais qui va plus valoriser ce qui est de l'ordre intellectuel, jusqu'à aujourd'hui aller dans une direction où on essaye au maximum de faire que nous ayons des enfants qui oublient qu'ils ont un corps. C'est-à-dire que les enfants, contrairement à nous, la génération de leurs parents, qui étions dans le corps par rapport au jeu, on jouait avec notre corps, on allait faire du vélo, on courait, on sautait à la corde, enfin bon, on avait plein de jeux comme ça en extérieur et de jeux en interaction. Donc ça existe encore évidemment, mais plus les enfants grandissent et plus pour eux jouer signifie utiliser une interface avec la machine. Donc je pense aux jeux vidéo où ils vont pas être dans l'action, ils vont pas être dans l'action physique, même s'ils sont en train de cliquer ou d'appuyer sur des boutons, où ils vont beaucoup être dans le visuel et avoir une acuité à percevoir certaines choses, parce que avec les milliers d'heures qui passent au final, on va calculer, oui, que ça fait des milliers d'heures et qu'ils acquièrent du coup une compétence, une expérience du jeu, donc des habiletés, hein, ils acquièrent effectivement des habiletés, mais qui vont plus passer par une habileté à utiliser leur corps, mais une habileté à être dans un jeu qui n'implique pas de bouger, qui n'implique pas de mouvoir ce corps et d'en jouer, en fait, ce qui est assez... qui va bien, finalement, dans la continuité de ce modèle d'école, qui fait que ce qui est privilégié, c'est d'être assis, d'écouter, de faire travailler son cerveau, mais pas d'apprendre à manipuler et à utiliser son corps dans le maximum de possibilités que notre corps aurait. Et donc, on retrouve ça dans le monde du travail, où le gros problème actuellement, c'est quoi? C'est la sédentarité, parce qu'on passe une bonne partie de notre vie professionnelle assis. Pourquoi? Parce que la majorité des emplois qui sont créés actuellement, ce sont des emplois de service. Donc ce sont des emplois de service, des emplois tertiaires. Donc ce n'est pas des emplois où on va être en action physique, on va plutôt être assis, on va plutôt être devant un ordinateur, donc on va être encore dans de la sédentarité. Donc on n'utilise pas notre corps comme on devrait l'utiliser. Et voilà, quand on prend le temps de réfléchir, on voit qu'il y a une espèce de continuité, enfin il y a une continuité dans l'apprentissage tel que la société a décidé qu'il devait être. Voilà, donc un apprentissage principalement intellectuel, avec un oubli du corps, ou une sorte d'effacement du corps, qui vient être complété par le tout numérique. Voilà, le tout numérique qu'on nous présente comme l'avenir du monde, c'est le tout numérique. Et le tout numérique, ça veut dire oublier petit à petit qu'on a un corps. On passe par toute cette dématérialisation, on passe par l'identité numérique qui semble être un objectif pour l'administration, hein, qu'on ait une identité numérique avec laquelle on pourra faire les démarches administratives sous couvert de protection, de sécurité, alors qu'on sait très bien qu'il est extrêmement facile pour les personnes qui savent le faire de pirater tous ces systèmes et de justement nous voler ces données qui font notre identité. Mais de plus en plus, on se détache du réel concret qu'on peut toucher, pour arriver à une réalité qui est virtuelle, qu'on ne peut plus toucher du doigt. Et en fait, quand on regarde bien, il y a une espèce de logique en fait dans ce qui se produit. Si on part du début de l'école telle qu'elle est
telle qu'elle est, enfin, telle qu'elle est utilisée, telle qu'on l'a définie et telle que elle est en train de devenir de plus en plus une école du numérique. Quoique, je ne sais plus, j'avais entendu dire qu'il y avait un pays où ils en revenaient justement parce qu'ils s'apercevaient que l'usage de la tablette, l'usage des outils numériques faisait que les enfants avaient, contrairement à ce qui avait pu être pensé, théorisé, ben, en fait les enfants ont besoin d'écrire à la main pour apprendre, ils ont besoin oui, ils ont besoin d'un apprentissage qui fait intervenir un toucher différent que le fait de taper sur un écran, parce que tracer les lettres, ça entraîne certains processus de mémorisation. Et puis, il y a un apprentissage fin aussi de l'écriture. Ça fait partie des apprentissages fins qui vont faire que dans le cerveau, il y a certaines zones qui sont sollicitées et qui se développent, et ce que l'on n'atteint pas quand on utilise un écran, un ordinateur. Puis il y a tout ce qui est interaction aussi avec un professeur, le fait de devoir parler quelqu'un, d'avoir un échange, des échanges visuels, enfin tout ce qui fait on est des humains en fait, on est des humains. Donc la réalité de notre humanité, elle ressurgit toujours à un moment ou à un autre. Voilà, écoutez, c'était ça ma petite réflexion du jour sur le monde tel qu'il avance, enfin tel que beaucoup, enfin tel que certaines personnes qui ont la main sur la marche de l'humanité veulent que l'humanité avance. Après, je pense qu'il y a toujours des grains de sable dans les rouages. Le grain de sable, c'est purement notre réalité en tant qu'individu, qui, je pense, à un moment ou à un autre, risque d'exploser, en fait. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc, sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Donc tous mes livres sont disponibles sur cette plateforme. Il y en a pour tous les goûts, comme je le dis souvent. De la comédie romantique, des nouvelles fantastiques, une série de science-fiction inspirée de Star Trek, un thriller psychologique qui vous retournera le cerveau. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé par ici. Je vous souhaite le meilleur. Plein de bonnes choses, passez une super journée ou une super soirée, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.